Bonjour et bienvenue à cette édition de la Tribune TVHR. On va commencer avec une très bonne nouvelle parce qu'il y a quelques semaines, on rapportait que la Société d'Alzheimer du Haut-Richelieu devait peut-être être contrainte de fermer ses portes là, en raison de changements là, sur toute l'obtention de subventions. On a fait une mise au point. C'était un programme qui était touché particulièrement par cela, mais les nouvelles sont encore meilleures depuis cette mise au point. On en parle avec Mme Nathalie Mercier, qui est directrice générale de la Société d'Alzheimer du Haut-Richelieu. Et pour faire un bilan aussi des activités de la Société, je reçois Mme Lucie Béranguet, qui est directrice des communications pour la Société. Bonjour, mesdames. Bonjour. Donc, on va commencer avec vous, Mme Mercier. Donc, oui. Les nouvelles sont excellentes. Depuis la mise au point, en fait, là, c'était un programme qui était touché là, par le changement de subvention. Les nouvelles sont très bonnes. Peut-être résumer un peu la situation. Oui, en fait, on a plusieurs subventions au sein de notre organisation. Celle du répit à domicile a été discutée là, pour passer en appel d'offres, chose que le CIS là, se devait de faire pour respecter toute la hiérarchisation de leur organisation. Toutefois, ça nous mettait à mal dans les organismes communautaires parce qu'on n'est pas habilité pour faire ce genre de processus là, par l'autorité des marchés, compétitionner privé, public. Là, c'était quelque chose qui nous faisait très peur dans les résultats. Et c'est pas parce qu'on soumissionnait qu'on avait non plus automatiquement la subvention. Avec les normes du travail, c'est que ça nous obligeait à procéder à un licenciement collectif de 3 mois avant la date de tombée. Donc, on s'est empressé, nous, en décembre, d'aviser nos familles, d'aviser nos employés pour qu'ils n'aient pas de la mauvaise nouvelle à leur retour de vacances. Mais entre-temps, il y a eu beaucoup de discussions, beaucoup d'échanges avec des regroupements sur lesquels on siège également. Je pense entre autres à la table de concertation régionale des aînés Montérégie, ainsi que le roman, ou anciennement le roman, maintenant le réseau Aidance Montérégie, qui ont vraiment fait là, beaucoup de représentations auprès du CIS là, pour faire changer la situation. Bon. Donc là, ce qu'on a comme nouvelle, c'est qu'on va continuer la subvention pour une année dans le contexte qu'on connaît actuellement et que peut-être rendu en 2026-27, le 31 mars 2027, qu'il y aura un appel d'offres, mais là, on aura du temps pour en discuter. Donc, c'est reconduit jusqu'en mars 2027. Donc pour à peu près un an. C'est ça. Mais donc, comme vous l'avez mentionné, là, ce problème-là risque de revenir dans un an à peu près. Possiblement, oui. Bon. Mais il faut quand même faire une mise au point. C'est pas l'organisme qui est mis en péril. Non. C'est un programme de l'organisme. Et ça, c'est important de le mentionner. Exactement. Alors, on a 5, même voire 6 départements maintenant qui accompagnent autant les personnes qui vivent avec la maladie que ceux qui sont ceux et celles proches aidants. On fait de la prévention, on fait de l'accompagnement. Donc, le répit à domicile, c'est un de ces 6 paliers. Bien entendu, ça représente la moitié de notre financement et presque 3/4 de notre personnel. C'est un programme important pour la société. Voilà. C'est 35 employés qui auraient été touchés là, sur une équipe de 50. Oui. Sans peut-être dire le montant, là, mais vous avez besoin de combien en subventions pour maintenir en vie juste ce programme-là? Juste ce programme-là, on parle d'1,3 million. Ah, quand même, hein? Oui. Puis ça, c'est vraiment au strict minimum. Là. Même par-dessus ça, on se doit de facturer les familles parce que pour bien arriver, ça, c'est une situation qui est décriée depuis 2015 là, par l'organisation. Aujourd'hui, on parlerait d'un tarif horaire de 40 de l'heure pour pouvoir y arriver. Et le 40 de l'heure, ça inclut bien sûr le salaire de l'intervenante, mais ça inclut aussi ses frais de déplacement, ses assurances collectives, la période de formation. On a quand même 8 formations sur 2 ans à suivre pour être une intervenante bien encadrée, parce qu'on parle de troubles neurocognitifs ici, c'est pas une clientèle un petit peu à part. Ça prend aussi toute la modalité de gestion, de coordination. Derrière tout ça, 250 familles qui font appel à nos services. On parle avec des personnes aînées qui parfois peuvent avoir des problèmes de santé, être hospitalisées, hébergées. Donc, c'est vraiment là, un changement. Là. On est des répartiteurs presque de 250 demandes là, sur une année. Bon, là, vous avez un sursis. J'imagine que vous aviez déjà pensé peut-être à un plan B ou de la façon dont on pouvait garder en vie ce programme-là. Parce que là, si mars 2027 va quand même arriver vite pour les organismes comme vous, il faut quand même penser à ça peut-être dès maintenant. Là. Exactement. Oui, tout à fait. Donc,
Malheureusement, on a mis, malheureusement, parce que bon, ça va être un service qui va être plus accessible aux mieux nantis, mais on a pensé à mettre des services privés en place. On parle de 40 de l'heure, c'est pas donné. Mais on veut aussi élargir notre trajectoire de service là, pour aller plus en prévention maintenant. Le répit, le soutien à domicile vient un peu à la fin de la trajectoire. Chose qu'on n'a pas touché beaucoup, c'était tout ce qui était la prévention, le diagnostic précoce pour justement accompagner les gens plus longtemps dans le maintien à domicile. Ça enlèverait un poids un peu sur le répit à domicile. Bon. Quand on parle de prévention, c'est important aussi que les gens savent un peu comment vivre avec cette situation-là. D'ailleurs, vous allez dans les écoles. C'est un programme là, qui a été mis en place récemment pour justement informer les jeunes justement sur tout ce qui a rapport aux troubles neurocognitifs. Là. En effet, donc on a obtenu un financement de l'IRSC, qui est l'Institut de recherche en santé canadien, et qui nous permet justement d'aller dans les écoles, dans une vingtaine d'écoles à peu près. Le projet s'appelle « Sensibilisation aux troubles neurocognitifs, comprendre, prévenir et bâtir des ponts intergénérationnels justement entre les plus jeunes et les personnes un peu plus aînées ». La première école qu'on a fait récemment, c'est l'école Marie de Rome, dans laquelle on a pu faire en fait une présentation et un atelier. Donc ça permet vraiment de sensibiliser les jeunes, les informer aux troubles neurocognitifs, puis de comprendre un petit peu aussi ce qui se passe à la maison. Là, on a tous des grands-mamans, des grands-papas qui parfois oublient un petit peu des choses ou ont des comportements parfois déroutants. En tout cas, des choses qui sont, je dirais, pour nous, notre quotidien, mais pour des gens qui ne sont pas dans le milieu, qui sont un peu moins connus. Donc, à travers ce projet-là, on invite aussi les professionnels de l'éducation à nous contacter parce qu'on fait ça gratuitement. On a ce financement exprès pour aller le faire gratuitement dans les écoles. Aujourd'hui, on peine un petit peu à aller rejoindre ces personnes-là. Donc, on essaye un petit peu de faire de la communication. On paraît dans les journaux, sur les réseaux sociaux, mais on a de la difficulté à intégrer les milieux d'éducation. Donc, on invite vraiment fortement la population à nous contacter pour pouvoir aller faire des présentations. On peut aller les faire jusqu'à, idéalement, l'année prochaine. Mais c'est sûr que là, en fonction des écoles, si on peut planifier ça d'ici juin 2026, c'est mieux. Mais on invite donc le milieu de l'éducation à nous contacter. Comment les jeunes, je ne sais pas s'il y avait des questions précises ou des interrogations, comment ça a été accueilli? Ils l'ont accueilli très bien parce que justement, c'est parfois des sujets qui sont, je dirais, à démystifier. On a une méconnaissance dans le milieu des troubles neurocognitifs, dans le milieu professionnel, mais aussi du grand public. Parfois, les gens pensent que c'est fortement héréditaire, alors que ça l'est seulement à moins de 6%, entre autres. Donc, ils l'ont vraiment très bien reçu. Il y a eu... en fait, on s'est aperçu que les jeunes étaient vraiment bien informés, malgré tout. Maintenant, on a les réseaux sociaux comme TikTok, par exemple, que j'en parle beaucoup au bureau, entre autres. Les jeunes vont chercher de l'information par eux-mêmes. Et c'est bon de savoir ça parce qu'on se rend compte vraiment que des maladies comme la maladie d'Alzheimer, par exemple, qui était avant un peu moins connue, les jeunes prennent maintenant le lead. Ils vont même voir leurs parents ou leurs grands-parents en leur disant prenez soin de votre santé cognitive parce que pour plus tard, ça fera du bien pour votre santé. On s'est rencontrés il y a quelques semaines là, pour parler des activités de la Société, le marché de Noël et la soirée musicale qui avait été organisée. Et le hasard veut qu'on vous reçoive là, la même journée où Radio-Canada va diffuser en fait dès ce soir là, le premier épisode d'une série documentaire sur le bienfait de la musique sur les gens atteints d'Alzheimer. Et je pense que vous avez participé à ce projet-là. Oui, par un heureux hasard, on a été invité par France Baudouin, justement, à venir parler de nos plans de service et du volet, justement, prévention, dans lequel on est inclus en ce moment la stimulation par la musique. C'est un projet qui existe déjà depuis quelques années, mais aussi on va créer un band, une chorale avec un orchestre maison, formé de nos accompagnateurs, de nos employés, mais aussi de bénéficiaires et de proches aidants. Donc, ce groupe-là est en train de se former, là, de se forger, et on va être, d'ici l'an prochain, là, à présenter quelques petits spectacles. Bon. Est-ce que vous pensez que cette série-là va peut-être faire ouvrir les yeux aux gens pour, justement, là, quand on cherche de l'aide pour ces personnes-là, que la musique peut faire un bien immense à ces personnes-là? En effet, nous, on essaye de prôner justement la stimulation cognitive. L'approche aussi non pharmacologique, c'est vrai qu'on
on a tendance à l'oublier, mais parfois les médicaments, oui, peuvent aider, mais peuvent aussi apporter d'autres troubles qui peuvent augmenter justement des comportements déroutants, comme je le disais tantôt, comportements déroutants. Ça peut être de l'errance, ça peut être de la violence verbale, physique. Et donc la musique fait partie des bienfaits. On a justement des ateliers au bureau, ateliers de stimulation par la musique, les bienfaits, tout simplement, les bienfaits thérapeutiques. Ça vient vraiment rendre les personnes un peu plus calmes, faire diminuer leur stress, les faire mieux dormir. Quand elles rentrent à la maison, après un atelier comme ça, là, elles rentrent à la maison, elles prennent une douche, puis elles vont se coucher. Puis le proche aidant peut, pendant ce temps-là, se reposer. Oui. Je ne sais pas si tu voudrais Mais il y a ajouter, tout l'aspect réminiscence aussi qui revient, des gens qui sont aphasiques, qui ont perdu un petit peu le goût de parler. Avec la musique, vont se rappeler de chants, vont se rappeler de paroles, et ils vont se mettre à chanter. Et ça amène une espèce de bonne humeur un peu perdue. Et les troubles neurocognitifs, aussi étranges et mystérieux ça puisse paraître, plus on prend soin de sa santé mentale et cognitive, moins de risques on a de développer la maladie et on va ralentir ses effets. Donc, on parlait des jeunes tout à l'heure dans les écoles. Bien, on parle aussi des coups à la tête. Les traumatismes crâniens sont des facteurs de risque à développer les maladies d'Alzheimer plus tard. Les saines habitudes de vie, bien manger, sortir, prendre de l'air, tout ça. Il n'y a pas d'âge pour prendre soin de sa santé pour justement avoir une bonne santé plus tard. Bon, on va revenir sur 2 activités parce qu'il nous reste à peu près 1 minute 30. Donc, faire peut-être un bilan là, du marché de Noël qui a eu lieu en novembre et de parler du dîner de Noël aussi qui s'en vient pour les membres. Oui, parfait. Le marché de Noël s'est déroulé au Carrefour Richelieu, puis au Carrefour Angrignon. Cette année, on a un montant amassé qui est record, puisqu'on a amassé près de 50 000 $ pour les 2 dates, sachant que le Carrefour Richelieu reste notre événement phare avec un 35 000 $ amassé. On a eu beaucoup de visiteurs. On a eu vraiment une ambiance conviviale. Les artisans étaient contents, puisque cette année, on a eu plus de 80 exposants dans l'aile jusqu'au AW. Donc, on tient à remercier nos donateurs, nos partenaires, nos bénévoles, nos employés et nos artisans et évidemment les établissements dans lesquels on a été présents pour leur soutien, je dirais, indéfectible à notre cause parce que ça nous permet vraiment de faire une différence dans la vie de celles et ceux qui en ont le plus besoin. Oui, c'est ça. Et il y a le dîner de Noël aussi qui s'en vient pour les membres. En effet, le dîner de Noël a lieu le 19 décembre. Donc cette année, encore une fois, je fais des petits remerciements. On remercie la Fondation Enfantillage d'Or qui nous offre ce dîner. À l'ensemble de nos membres. Exactement, à l'ensemble de nos membres, ça va se dérouler au golf de Saint-Jean, donc de 11h30 à 14h. À date, on est plus de 100 personnes, c'est une année record. Et vraiment, on est heureux parce que c'est un dîner qui brise l'isolement. Et on sait que l'isolement, ça fait partie des facteurs de risque qui impactent aussi la santé cognitive. Donc, on dira qu'on est vraiment gagnant sur tous les tableaux. Bon, bien, tant mieux. Bien, merci beaucoup, mesdames. Passez un beau temps des fêtes. On va espérer que tout se règle au niveau financement pour qu'on maintienne ce programme-là qui est très important. Merci. Merci à vous. On fait une courte pause et on revient tout de suite après. Vous êtes un adepte du bingo? Télébingo vous permet de jouer dans le confort de votre foyer. 4 500 $ en prix à gagner. Et pour ce faire, vous devez vous procurer un livret comme celui-ci au coût de 9,50 $ chez un de nos détaillants, dont la liste apparaît sur notre site internet tvhr9.com. Donc, c'est un rendez-vous dimanche matin 9h30. Télébingo. À tous les mois, écoutez Dans l'œil de Miss Ray et rencontrez des artistes et des organismes qui contribuent à la diversité culturelle de notre belle région. Ensemble, nous gardons l'art vivant. À tous les lundis, 18h30, sur les ondes de TVHR. La maison Le Point commun de Saint-Jean-sur-Richelieu a eu une reconnaissance au cours des derniers jours. Elle est maintenant reconnue officiellement comme organisme par la ville de Chambly. Et pour nous en parler, on a Mme Marie-Hélène Amiette, qui est organisatrice communautaire pour la maison Le Point commun. Mme Amiette, bonjour. Bonjour, Mario.
Qu'est-ce que ça signifie, cette reconnaissance par la Ville de Chambly pour la Maison Le Point commun? C'est vraiment une belle reconnaissance pour la Maison Le Point commun parce que ça assure une plus grande visibilité. Donc, on est en mesure de rejoindre plus de gens dans une municipalité qui ne savait peut-être pas qu'on existait. Donc, ça confirme une fois de plus la crédibilité aussi de l'organisme. Et ça, malgré le fait que vous dites que la maison n'était peut-être pas connue totalement à Chambly, vous avez quand même fait plusieurs interventions à la ville de Chambly. Mais là, ça va vous permettre vraiment d'avoir une plus grande visibilité. Et les gens qui veulent un service, bien là, l'organisme sera maintenant reconnu par la ville là, et référé par le fait même. Exactement. Donc, les gens vont avoir une meilleure connaissance justement de la ressource, des services aussi qu'on offre. C'est possible de regarder sur notre site Internet, mais ça nous fait plaisir là, de pouvoir rejoindre plus de gens pour pouvoir justement les accompagner dans leurs défis. Bon, justement, parlez-nous justement de la mission de la Maison Le Point commun. La Maison Le Point commun offre des services dans le milieu même de la personne qui reçoit les services, c'est-à-dire qu'on fait des visites à domicile. Donc, pour différents objectifs, ça peut être établir une routine quotidienne, donc une routine de vie. Ça peut être quelqu'un qui voudrait faire un retour au travail ou un essai de retour au travail. Ça peut être aussi juste faire connaître les différentes autres ressources pour répondre aux besoins de la clientèle, mais aussi trouver des activités spécifiques qui vont répondre aux besoins de chaque personne. D'ailleurs, on offre aussi au Point commun beaucoup d'activités, mais on fait quand même une collaboration avec les autres ressources là, pour pouvoir en équipe, tout le monde répondre aux besoins de chaque personne. Est-ce qu'il y a une clientèle spécifique? Bien, toujours une clientèle avec des défis en santé mentale. C'est vraiment ces gens-là qu'on va chercher à différents degrés. Donc, en autant que la difficulté se retrouve au niveau de la santé mentale. Parce que vous regroupez quand même plusieurs municipalités. Là, je pense que c'est 22 municipalités là, dans le Haut-Richelieu dans lesquelles vous offrez donc ce service-là. Oui. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu, est-ce que c'est quantifiable le nombre de personnes que vous aidez par année et à Saint-Jean-sur-Richelieu particulièrement? C'est vraiment une belle question, Mario. Malheureusement, je n'ai pas de chiffre exact à pouvoir donner aujourd'hui, mais je vous dirais que la liste d'attente qui était très longue à un certain moment, là, avec l'ajout de 2 autres nouvelles personnes en poste d'intervention, nous permet de réduire cette liste-là. Ce qui fait en sorte qu'on est en mesure de répondre plus rapidement aux besoins de chaque personne qui en a besoin, encore une fois, dans leurs propres difficultés, dans leurs propres défis. Donc, c'est sûr qu'on veut rejoindre tous les gens qui ont une difficulté à ce niveau-là. Ça peut être aussi des fois des gens qui viennent juste de recevoir un diagnostic puis qui n'ont pas nécessairement bien compris de quoi il s'agit exactement. Donc, on est là aussi, l'équipe d'intervenants, intervenantes est là aussi pour les accompagner dans la compréhension de la nouvelle, dans le fond, qu'ils viennent de recevoir. Et parmi les dossiers et sujets qui vous préoccupent, là, il y a l'itinérance, bien sûr, parce que vous êtes impliqués là, de très près dans la nuit des sans-abri là, que Saint-Jean-sur-Richelieu organise à toutes les années. Donc ça, c'est un dossier vraiment qui vous préoccupe. C'est un dossier qui est important, sans doute aussi par le fait qu'on est particulièrement touché, considérant où on est situé dans le Vieux-Saint-Jean. Donc, évidemment que on est témoin de façon concrète et constante, là, je vous dirais, de cette difficulté-là là, au niveau de l'itinérance. Donc, vous constatez l'augmentation, la problématique qui existe à Saint-Jean-sur-Richelieu. Oui, tout à fait. Puis on est capable de dire que ce n'est plus seulement un seul et même type de personne qui est touchée par l'itinérance. Ça peut être des gens auparavant qui n'avaient jamais eu de difficulté à ce niveau-là, à se loger et à se nourrir, qui là, soudainement, par les aléas de la vie, se retrouvent dans une situation d'itinérance quand même préoccupante. Donc, c'est important quand même pour nous de faire ce qu'on peut, en fait, là, pour... puis il y a aussi des cas de santé mentale aussi en itinérance. Donc, ça vient rejoindre quand même la mission de Maison Le Point commun. Donc, de voir les différents projets qui s'en viennent. Là, la Ville de Saint-Jean qui a annoncé un projet, le projet de M. Jean-François Tremblay aussi pour le centre-ville. Donc, de voir ces projets-là, là, j'imagine que pour des gens qui travaillent à la Maison Le Point commun, là, c'est de très bonnes nouvelles et ça risque juste d'aider la situation au centre-ville. C'est sûr et certain que dans l'objectif de Maison Le Point commun, c'est toujours le mieux-être de la personne, l'estime personnelle, la confiance. Donc, les ressources qui sont nouvellement mises en œuvre, les décisions qui viennent d'être prises, s'ils peuvent favoriser justement le mieux-être des personnes, on ne peut pas être contre ça. Non, hein, exactement. Vous parliez donc que vous souhaitez,
avec la reconnaissance de la Ville de Chambly, donc être plus visible, plus présent. Mais vous utilisez aussi les réseaux sociaux. Oui. Et vous faites quelque chose de très bien, qui est fort amusant et très instructif. C'est que depuis quelque temps, vous mettez des capsules, des vox pop, en fait, avec une de vos collègues, justement, pour parler un peu de la maison, de la situation. Donc, parlez-nous un peu de ces vox pop. D'ailleurs, on va voir des extraits pendant qu'on se parle, mais parlez-nous un peu de ce projet-là. Bien, l'idée du vox pop, en fait, c'est d'aller vers la déstigmatisation de la santé mentale. Là. Vraiment démontrer aux gens que monsieur, madame, tout le monde peut être touché par une difficulté en santé mentale. On veut vraiment ouvrir une voie, en fait, là, pour que les gens soient en mesure de s'exprimer aussi à ce sujet-là, puis éliminer les tabous le plus possible. Donc oui, avec ma collègue Manon Poulain, on va à la rencontre. Là, la capsule que vous avez entre les mains, c'est une capsule qu'on a faite en collaboration avec le Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu pour aller rencontrer les étudiants. On en fait aussi sur la rue sans que ce soit annoncé d'avance, mais les réponses, c'est vraiment les réponses telles qu'on les reçoit. Donc, on a trouvé ça beau. On trouve ça beau aussi de recevoir les réponses des gens qui sont quand même bien outillés, sont au fait quand même de leur propre santé mentale et des enjeux aussi là, de ça. Donc, c'est un beau projet. Est-ce que vous pensez que ce genre d'approche-là auprès des gens vont les conscientiser davantage aux problèmes, ou vous sentez déjà que les gens sont plus réceptifs, en fait, comprennent mieux la situation de ces gens qui sont touchés justement par ces problèmes de santé mentale? Bien, c'est la belle surprise qu'on a jusqu'à maintenant, c'est qu'on constate que les gens sont au courant de la nécessité de prendre soin de sa santé mentale. On n'a pas perçu de jugement jusqu'à maintenant non plus. Donc, c'est le beau constat qu'on en fait jusqu'à maintenant. Oui, parce qu'avant, les gens auraient pu juger du comportement de quelqu'un, par exemple, sans savoir que cette personne-là était atteinte de problèmes. Exactement. Maintenant, étant donné qu'on connaît mieux, on est mieux outillé à faire face à ce genre de problème, je pense que les gens comprennent davantage la situation de la personne lorsqu'on côtoie ce genre de gens. Oui, oui, c'est important pour nous aussi d'amener les gens à éviter le jugement. On ne connaît pas le parcours de chacune. Donc, c'est important, je pense, de rester ouvert d'esprit. Oui. Il y a aussi un service que vous avez relancé récemment. C'est la remise sur pied, en fait, du comité des usagers. Oui. Bien, en fait, le comité des usagers avait déjà existé il y a quand même un bon moment. Là, maintenant, c'est remis sur pied, ce comité-là, composé de personnes qui utilisent les services de l'organisme. Donc, leur mission, c'est vraiment de pouvoir se faire entendre aussi quand on a besoin d'opinions, d'avis, peu importe l'occasion. Bien, c'est un comité vers lequel on peut se référer. Il organise aussi des activités. La première activité a eu lieu à la mi-novembre, donc organisation d'une activité de quilles. Donc, ça a été bien apprécié. Le taux de participation a été intéressant aussi. Donc, c'est un beau comité qui est très volontaire, qui est très motivé puis engagé. Donc, c'est super inspirant aussi de travailler avec ces personnes-là. Bien, vous parlez d'activités, ça me permet de parler d'activités d'ateliers qui s'en viennent, là, un dîner de Noël, atelier d'écriture créative, d'art également, d'atelier d'art pour l'hiver 2026. Peut-être un peu expliquer un peu ces activités. Oui, bien en fait, notre dîner de Noël, qu'on a maintenant appelé le Party de Noël, parce qu'en fait, c'est vraiment un événement qu'on fait cette année à la boîte, donc nouvellement à la boîte pour cette année, le 18 décembre, qui s'adresse évidemment à notre clientèle. Puis les activités pour l'hiver seront débutées en janvier, donc la première semaine de janvier. Effectivement, l'écriture créative, c'est vraiment une écriture, cet atelier-là permet d'avoir beaucoup de plaisir. Donc, il n'est pas nécessaire d'avoir un talent en écriture, vraiment juste avoir envie de s'amuser. Puis ensuite, les gens partagent leurs textes, qu'ils soient volontaires. S'ils ne sont pas volontaires, ils peuvent garder leurs textes pour eux aussi. Les ateliers d'art sont offerts par Manon Morancy. Ça, c'est sécurisé par l'écriture, ça peut aider la personne? Ça peut aider la personne. Il y en a qui viennent juste pour socialiser. C'est pas de l'écriture très personnelle. Non, je comprends, je comprends. Ça dépend vraiment. Il y a des activités d'écriture qui sont proposées, puis tout le monde embarque, je vous dirais, dans l'activité en question. Puis il y a une belle folie, là, je vous dirais, qui naît de ça. On entend souvent des éclats de rire. Là. Bon. Est-ce que vous êtes en mesure de nous parler un peu du portrait de la situation en santé mentale ou en besoin particulier à la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu? Est-ce que c'est je pose souvent la question, mais c'est quand même important de le rappeler. Est-ce que c'est aggravé au fil des ans?
Malheureusement, comme je ne suis pas sur le terrain en tant que tel, en tant qu'intervenante, je ne voudrais pas m'avancer dans une direction qui ne serait pas la bonne. Par contre, c'est sûr qu'on a remarqué quand même la hausse. Je ne voudrais pas nommer la pandémie comme étant le seul facteur, mais quand même, la pandémie a occasionné des difficultés peut-être supplémentaires à ce qu'on pourrait ou à ce qu'on aurait pu s'attendre dans une situation régulière. En raison de si ce n'est que l'isolement, par exemple, qui pourrait être une cause. Ça peut être l'isolement qui a quand même duré plusieurs mois, années. Donc, c'est sûr de réintégrer. Il y en a qui étaient confortables quand même dans ce contexte-là, puis il y en a d'autres pour qui ça a été un défi. Donc, c'est sûr que c'est là on vient un peu à la rencontre de soi-même dans une situation qu'on ne vit pas tous les jours. Non, exactement. Pour venir au service que vous offrez, il y a un service aussi de soutien d'intensité variable que vous offrez, là, qui est le SIV. Qu'est-ce que c'est exactement? Le SIV, en fait, c'est de l'accompagnement qu'on fait dans le milieu de vie de la personne. C'est-à-dire qu'on l'accompagne chez elle. Dans le cas où elle aurait des professionnels à aller rencontrer, on est en mesure de l'accompagner aussi chez les différents professionnels qu'elle pourrait rencontrer dans le cadre de son rétablissement. Donc, c'est vraiment un soutien qui se fait dans la communauté. Bon. Les gens qui ont besoin d'informations, de toute façon, peuvent aller sur le site Internet et prendre toute l'information nécessaire sur la maison Le Point commun. Je rappelle donc que l'organisme est maintenant reconnu par la Ville de Chambly, donc ça va augmenter votre visibilité et le nombre également d'aides que vous allez apporter à la population de la région. Exactement. Bien, merci beaucoup, Mme Amiette, de vous être prêtée à cette entrevue. Et puis, bonne chance pour la Maison Le Point commun, en espérant donc que cette reconnaissance portera ses fruits au cours des prochaines semaines et des prochains mois. Merci beaucoup, Mario. C'est gentil. Merci. Voilà, ça complète cette édition de la Tribune TVHR. J'espère que ça vous a plu, mesdames, messieurs. À la prochaine. Au revoir.